Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 1. C'est en ces termes que le 9e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 consacre le monopole de fait. Dans la droite ligne de la Déclaration de 1789, il illustre la volonté des constituants d'alors à réaliser la démocratie économique et sociale en France. Cette disposition n'aurait aujourd'hui qu'un caractère historique si elle n'avait été incluse, avec l'ensemble du préambule de la 4e République, dans le bloc de constitutionnalité, qui sert régulièrement de fondement aux décisions du Conseil constitutionnel. 2. Pourtant, à bien y réfléchir, sous la simplicité de la formulation et l'évidence de son articulation, c'est une disposition qui ne doit pas laisser d'interroger. Elle oblige à recourir à une sanction radicale et presque automatique, l'appropriation collective d'un bien ou d'une entreprise dès lors qu'ils sont en situation de monopole de fait, cela sans que l'expression n'ait fait l'objet d'une définition explicite. Tel est l'objet de la présente étude et son projet. Identifier le monopole de fait, en cerner les contours et poser la question de la pertinence de la solution proposée pour en régler le régime juridique. 3. Il faut au préalable préciser le champ de l'étude I et les intérêts qu'elle présente. 2. Une proposition d'identification du monopole de fait sera donnée, que l'on se propose de vérifier dans les développements, c'est la thèse soutenue qui sera précisée. 3. Les difficultés de l'étude seront ensuite précisées. 4. Ainsi que les méthodes retenues pour y remédier. V. Enfin, la problématique sera exposée ainsi que le plan de l'étude. VI. 1. Champ de l'étude. 4. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le 9e alinéa est une disposition centrale dans le dispositif constitutionnel de la 4e République. Si toute règle de droit repose sur une certaine idée de l'homme et de la société, c'est-à-dire sur une idée politique au sens le plus large et le plus élevé du terme, le préambule de 1946 fait alors figure de proue. Il est empreint d'idées fortes, qui mêlent à la fois des libertés traditionnelles, pouvoir de faire, et des créances sur la société, pouvoir d'exiger. Il s'inscrit dans la continuité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a pour objet la société. Le préambule de 1946 constitue un contrat de société. 5. La valeur constitutionnelle du préambule ne peut être aujourd'hui niée, quand le débat subsisterait sur le fait de savoir s'il régénère les droits de l'homme ou consacre des droits nouveaux, dits de solidarité. Il est en fait à mi-chemin. Il consacre des droits nouveaux pour revendiquer la démocratie économique et sociale, et la liberté et l'égalité qu'elle implique. S'agissant du 9e alinéa, il met en lumière à la fois l'antinomie juridique et la contradiction politique entre le préambule de 1946 et la DDHC. Le préambule de 1946 est un texte de compromis. Il reflète la volonté de bâtir une véritable démocratie, dans toutes ses composantes. Conformément aux préceptes de la solidarité, doctrine qui repose sur le constat qu'il y a entre chacun des individus et tous les autres un lien nécessaire de solidarité. 6. Le 9e alinéa, ainsi présenté, est d'une portée symbolique rare, mais comparé aux autres, il semble dénué de portée normative, alors que l'on considère que cette disposition a fondé les nationalisations. L'idée qu'il évoque, c'est que le monopole de fait est un obstacle à la réalisation de la démocratie économique et sociale, car il est vecteur d'inégalité. C'est pourquoi la solution d'appropriation collective proposée est radicale, conforme à l'idée selon laquelle le pouvoir économique doit être aux mains de la masse des citoyens et non confisqué par des minorités. Le recours à l'appropriation collective met l'accent sur l'évolution de la démocratie économique entre 1798 et 1946, évolution qui a fait se demander au doyen Vedel ce qu'il s'était passé, pour que la réalisation de la démocratie économique, qui semblait alors liée à l'avènement du libéralisme, apparaissent aujourd'hui dépendre de la réalisation du socialisme? La persistance des monopoles de fait est un élément de réponse. 7.
La démocratie économique et sociale, et la liberté. L'étude du 9e alinéa, c'est, en filigrane, questionner la démocratie. Le désir démocratique est fort après-guerre, et si l'on devait expliquer ce désir, couplé au refus du capitalisme et à l'adhésion au socialisme, on avancerait que la raison est hautement honorable. C'est avant tout pour une raison morale, c'est parce que l'ordre capitaliste est inséparable d'une répartition des revenus qu'il n'est pas possible de juger bien équitable. Mais de coutume juridique, la démocratie n'est ni libérale ni sociale. Elle serait finalement constitutionnelle et en tout état de cause, elle correspond à une certaine idée de l'égalité et de la liberté. 8. La liberté est à entendre dans son sens moderne, selon la célèbre proposition de Benjamin Constant. Ce dernier distinguait la liberté des anciens de la liberté des modernes. Il précisait en effet que le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. Ces étaient là ce qu'il nommait liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées, et il nomme liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. La liberté des anciens, c'est bien la liberté politique. Dans son sens moderne, la liberté, c'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. La liberté dans son sens moderne ne correspond plus à la seule liberté politique, elle est profondément individuelle et économique. Les deux sont néanmoins intimement liés. L'égalité des droits doit permettre une égale liberté, un véritable libéralisme politique s'impose, une liberté d'entreprise en somme, telle que proposée par Oriou. 9. On pressent que le principe fondamental de la démocratie, qu'elle soit considérée sous un angle politique, économique ou social, c'est la liberté et des anciens et des modernes. Et plus précisément, la liberté avec comme seule limite, celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. La démocratie en droit, c'est la liberté dans l'égalité. Et après-guerre, cet idéal démocratique se double d'une véritable volonté de solidarité sociale. Dans ce système nouveau, la liberté de chacun ne connaît pas seulement pour limite la liberté des autres, mais aussi les obligations de solidarité sociale. Il s'agit alors pour assurer un système démocratique d'organiser et de concilier ces libertés, ainsi que d'en sanctionner les abus, de les réguler dirait-on aujourd'hui. C'est l'idée fondamentale qui sous-tend le 9e alinéa. 10. Le monopole de fait et les situations monopolistiques. Intuitivement, l'expression de monopole de fait renvoie à des considérations économiques plus que juridiques. De nos jours, on perd cette idée démocratique, à l'origine fondamentale dans le préambule de la Constitution de 1946. L'accent est mis sur l'approche économique. Le monopole de fait semble synonyme du monopole économique. Dans la théorie économique, le monopole est entendu du point de vue de la structure de marché, comme cette situation particulière où il n'existe qu'un seul vendeur pour une multiplicité d'acheteurs. Dans ces conditions, rares sont les monopoles purs. Ainsi, pour embrasser pleinement le monopole de fait, dans l'étendue du concept, il faut relativiser cette approche économique, questionner la correspondance entre le monopole de fait et la situation monopolistique. Il faut considérer l'ensemble des situations monopolistiques, et notamment ces situations où un opérateur économique dispose d'un pouvoir de marché substantiel, lui permettant de rebattre seul les cartes de la concurrence et les confisquer au besoin. Ainsi, et de manière à prendre l'exacte mesure du problème que pose le monopole de fait, il faut y inclure les oligopoles et autres situations intermédiaires. 11. L'expression de situation monopolistique sera retenue dans les développements, et non celle de position dominante, pour éviter les confusions entre le monopole de fait et l'abus de position dominante. L'élément central qui est condamné dans l'abus de position dominante, c'est le comportement anticoncurrentiel et les effets sur la concurrence, mais ce qui caractérise le monopole de fait, ce ne sont pas ses effets concurrentiels, il a des incidences plus transversales, ce que laisse deviner son origine politique. L'élément central du monopole de fait, c'est bien le résultat d'un abus de pouvoir de marché. Résultat que la thèse se propose de définir comme une rente de situation.
L'assimilation entre abus de position dominante et monopole de fait n'est donc pas totale, bien que les deux notions soient connexes. En ce sens, l'encadrement des abus de position dominante, parce qu'il sanctionne les comportements anticoncurrentiels, est appréhendé d'un point de vue plus englobant comme sanctionnant les abus de pouvoir de marché. De manière plus générale, c'est tout le droit du marché comprenant grand et petit droit de la concurrence, libre concurrence, droit de la consommation et régulation qui est à explorer, car ce droit participe de la déconstruction du pouvoir de marché d'un opérateur économique et encadre son exercice. Ce qui restreint nécessairement les possibilités de monopole de fait. 12. Le monopole de fait et l'entreprise. Le monopole de fait appelle une approche englobante de l'entreprise et de ses activités, une analyse substantielle de l'exercice du pouvoir de marché par les acteurs économiques. Il est pourtant singulier de constater que le droit ne connaît du marché que ce que le droit commercial et le droit de la concurrence en révèlent. Les activités économiques ne sont perçues qu'à travers leurs acteurs, les sociétés, et leurs effets sur la concurrence, sans que leurs effets sur la société civile ne fassent l'objet d'aucune supputation. Il n'y a pas de droit de l'entreprise. Selon l'article 1832 du Code civil, la société est instituée, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Et comme cela a été très justement relevé, au fil du temps, la portée symbolique du texte est allée au-delà de ce simple sens technique, en ce que d'une part, il fait de la recherche du profit l'objectif unique de la société, qu'elle soit civile ou commerciale, et d'autre part, il ne fait quasiment pas de place à une quelconque dimension collective et constructive. La recherche du profit n'est pas l'objectif unique de la société, mais on ne saurait nier qu'il constitue son objectif principal. C'est d'ailleurs précisément cet aspect qui est condamné par le 9e alinéa, lorsque la recherche du profit conduit à privatisation des richesses et heurte l'idéal démocratique. 13. Pour échapper à ce dilemme, à cette impossibilité de faire entrer dans la société des exigences collectives, il faut prendre conscience de l'entreprise comme objet d'intérêt collectif. Il s'agit de déconstruire l'idée selon laquelle l'entreprise constitue une boîte noire, souveraine en son domaine et déconnectée des attentes de la société. Dans les années 80, le choc de la mondialisation conduisait déjà à se demander à quoi jouait l'entreprise, et comment faire en sorte qu'elle participe de la réalisation d'une démocratie économique. Un premier pas est à souligner avec le développement du droit de la consommation, mais l'avancée est timide, et pour que l'entreprise devienne l'objet d'une réforme, les liaisons entre l'entreprise et la société méritent donc d'être repensées, et même pour l'essentiel, pensées. C'est tout l'objet de la loi Pacte, qui, si elle ne projette pas de modifier cet article, propose la modification de l'article 1833 et la consécration de l'intérêt social des entreprises. La question de l'entreprise redevient centrale et ce mouvement redonne souffle à toute la pensée contenue dans le préambule de la Constitution de 1946. À force d'avoir mis en avant la compétitivité de l'entreprise, on en a oublié d'apprécier sa performance globale, et notamment sociale. De manière générale, on a éludé la problématique selon laquelle, parfois, la compétitivité de l'entreprise ne se réalise qu'aux dépens de l'intérêt général. Pour des raisons de compétitivité, il semble bon de faire primer les intérêts de l'entreprise sur l'intérêt général. Dans ce contexte, revenir sur la pensée contenue dans le préambule de la Constitution de 1946 est absolument nécessaire. 14. L'opposition du monopole de fait au monopole de droit. Il s'agit d'un premier mythe autour du monopole de fait. Le choix des mots par les constituants est rarement anodin, celui de l'expression de monopole de fait n'est sans doute pas indifférent. Il semble, de prime abord, reposer sur l'opposition entre monopole de fait et des monopoles de droit. Le monopole de droit est octroyé par le législateur sous réserve pour son titulaire de se conformer à certaines exigences, pour certains d'intérêt général, pour d'autres de service public. C'est le privilège de l'exclusivité, pour reprendre l'expression du Conseil d'État. À l'opposé, le monopole de fait correspond à une situation de fait ne reposant sur aucun fondement juridique, et les prérogatives qui en résultent peuvent s'exercer en dehors de toute obligation d'intérêt général. La formulation ne laisse pas de doute, ainsi que précédemment relevé,
En imposant à ce que le monopole de fait devienne la propriété de la collectivité, les constituants, sans les nommer, mettent l'accent sur les risques que de tels monopoles de fait font peser sur la démocratie économique et sociale et sur l'égalité qu'elle promeut. Ainsi, le 9e alinéa s'entend comme un combat livré contre le monopole de fait, comme une lutte de la démocratie contre le monopole de fait. 15. Pourtant, cette opposition entre monopole de fait et monopole de droit n'est pas toujours pertinente. L'objectif du monopole de droit est de pouvoir mettre à la charge des opérateurs à qui il est octroyé certaines obligations, et le monopole conféré, le droit d'exclusivité dans l'exploitation d'une activité, leur permet de compenser les obligations qu'on leur impose. Le monopole de droit, s'il repose sur certaines justifications, particulièrement de services publics, n'est pas pour autant exempt d'abus de pouvoir de marché et peut être constitutif de monopole de fait. C'est particulièrement le cas dans les secteurs de réseau, où les obligations de service public sont nombreuses, et où le monopole permet une péréquation entre les différentes activités. Pourtant, le monopole de droit, particulièrement dans ces secteurs, repose sur des montages contractuels souvent instrumentalisés qui peuvent dissimuler un monopole de fait. Le monopole de fait n'est donc pas l'opposé du monopole de droit. Et il semble que cette assimilation, ce mythe, résulte du traitement réservé au monopole de fait, la nationalisation. 16. Le rapprochement du monopole de fait et de la nationalisation. L'autre mythe qui entoure le monopole de fait tient à ce que l'on associe au 9e alinéa un principe de nationalisation. La solution au monopole de fait serait donc le monopole public, par la propriété publique, à l'échelle nationale, et donc la propriété de l'État. Le 9e alinéa se réduirait en une équation cursive selon laquelle monopole de fait égale propriété publique. C'est que la nationalisation est l'outil d'intervention par excellence de l'État-nation, de l'État-providence, deux figures que l'on retrouve très prononcées en 1946. Il s'agit d'un outil contraignant par lequel la puissance publique fait entrer certaines entreprises dans le champ de sa propriété, afin d'en avoir le contrôle. Plus précisément, la nationalisation a constitué un outil majeur de la politique économique de l'État qui s'en est servi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour contraindre les entreprises à suivre sa politique de reconstruction et rationaliser le développement de certains secteurs, notamment bancaires et financiers. La nationalisation d'entreprises et l'essor du secteur public sont, dans l'idéologie de travail de la résistance, au cœur de la vie économique. Les entreprises du secteur public, souvent en position dominante sur le marché, sont utilisées aux fins d'entraînement de tout un secteur d'activité. La nationalisation, au-delà du transfert de propriété, permet à l'État d'évincer certaines entreprises du contrôle de l'économie, d'influencer le développement des secteurs concernés afin qu'ils contribuent au développement équilibré du pays et participent de son rayonnement international. 17. Pourtant, plus que l'État, c'est la nation qui est convoquée en rempart du monopole de fait, la nation comme principe universel d'organisation des sociétés sur la base des intérêts communs. Et même, si l'on accepte que l'État incarne la nation, force est de constater que les profondes mutations économiques de ces 2 derniers siècles et l'avènement de la pensée libérale ont engendré de profonds changements dans l'approche du rôle de l'État et de ses moyens d'action. Il passe d'un État interventionniste, débiteur de multiples régimes de prestations, disposant d'un large secteur public et usant de la propriété publique comme outil d'action économique, à un État actionnaire et régulateur, voire partenaire, garant d'une concurrence libre et non faussée et à l'action économique plus diffuse, moins contraignante et plus incitative. Dans ce nouveau contexte, toujours en évolution, la nationalisation, marquée du sceau de l'unilatéralité et d'un dirigisme économique désuet, n'est plus tout à fait pertinent. Cela a pu conduire à se demander ce qu'il restait du 9e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Mais le 9e alinéa oblige le monopole de fait à devenir la propriété de la collectivité. La nationalisation n'est pas visée directement. La formulation laisse une marge d'interprétation et de manœuvre conséquente au législateur. 18. La redécouverte de la notion d'appropriation collective. Le préambule de la Constitution de 1946 semble consacrer des droits-créances au profit des travailleurs et de la personne humaine.
Une distinction a pu être faite au sein des droits créances entre ceux qui consacrent NT, le droit de la personne à obtenir une prestation matérielle, et ceux dont l'obligation positive réside dans le fait même que le législateur doit intervenir pour mettre en œuvre la norme constitutionnelle. En 1946, on prend conscience et on affirme que le droit doit assurer ce que la concurrence ne permet pas, une justice sociale. On fait passer le monopole de fait dans le droit, et l'on revient au vieil adage d'Ulpien, suum cuique tribure. En cela, on comprend que les droits économiques et sociaux consacrés dans le préambule constituent moins des droits subjectifs, construits sur le modèle de la propriété, que des droits collectifs, une protection du social, permettant de restaurer l'équilibre des pouvoirs entre l'entrepreneur capitaliste et les travailleurs. C'est en ce sens que le 9e alinéa oblige le législateur à ce que le monopole de fait devienne la propriété de la collectivité. La propriété de la collectivité ne peut être pleinement saisie en l'absence d'approche précise du monopole de fait. 2. Intérêt de l'étude. 19. La rémanence du monopole de fait. Le monopole de fait constitue une défaillance de marché, et à ce titre appelle l'attention sur l'analyse des rapports entre pouvoirs économiques et pouvoirs politiques. En ce sens, le monopole de fait constitue un véritable projet ordonnateur, et semble directement s'inscrire dans la pensée libérale allemande de l'ordolibéralisme. Il met l'accent sur ces situations cruciales où les libertés politiques et économiques se rencontrent. Il invite à une approche englobante de l'entreprise et à prendre en compte des risques qu'elle peut faire peser sur la démocratie économique et sociale, sur la société civile telle que souhaitée par les constituants. Le 9e alinéa constituait en 1946 une garantie contre les risques nouveaux pour la société, induits par la révolution industrielle et par l'avènement de véritables puissances économiques, propriétaires des moyens de production. 20. Aujourd'hui, le système économique mondial et les systèmes de production connaissent une seconde révolution, la révolution technologique et numérique. À première vue, cette révolution donne la chasse à tous les intermédiaires et semblerait éroder les monopoles de fait et faire disparaître la nécessité de leur appropriation. Mais à ne raisonner qu'ainsi, ce serait aller trop vite en besogne. Le 9e alinéa retrouve des applications et une grande actualité à la découverte de monopoles de fait que la numérisation a fini par produire, les plateformes numériques par lesquelles transite la circulation des données et la privatisation de tout service. Le monopole de fait reste bien d'actualité. 21. Dans ce contexte, si l'État-nation semblait déjà quelque peu dépassé, l'avènement de l'espace numérique a confirmé la nécessité de modifier et d'actualiser ses moyens d'action, car qui, dans le méta-jeu mondial, ne joue que la carte nationale, perd. En effet, les échanges se font à l'échelle internationale et les entreprises sont plus que jamais mobiles. Ce changement de paradigme économique nécessite de repenser les rapports entre l'État et le marché. Pour ce qui nous intéresse, de repenser l'appropriation collective du monopole de fait au-delà de la nationalisation. 22. La nécessité de redécouvrir le débat politique sous-jacent à la condamnation du monopole de fait, pour comprendre juridiquement la notion. Faut-il rappeler qu'en Europe, marché et régime politique sont inextricablement liés ? Les activités économiques se développent dans les régimes politiques stables, offrant un cadre juridique pour l'investissement et le développement, ainsi que des infrastructures performantes. De manière schématique, l'État garantit une sécurité certaine aux opérateurs économiques évoluant sur son territoire, voire leur confère des avantages. En retour, les opérateurs économiques investissent et créent de la valeur pour la nation. Cette vision complémentaire des rapports entre l'État et le marché ne reflète pourtant pas la réalité de la concurrence qu'ils se font dans la satisfaction du bien-être des individus, ni les logiques diamétralement opposées qui les animent ou les moyens qui sont les leurs. Cette opposition relève du débat politique, on en convient, mais il est pourtant nécessaire de la comprendre pour appréhender le monopole de fait et son régime. 23. Très tôt, les actions de la puissance publique dans le champ économique ont été critiquées par la pensée libérale. L'initiative économique publique a été considérée comme superfétatoire, voire négative. Au mieux, elle ne devait être que subsidiaire à l'initiative privée et conditionnée à sa carence.
Rien de plus logique si l'on considère que la main invisible du marché, résultat d'une concurrence pure et parfaite, conduit naturellement à la satisfaction du plus grand nombre. C'est ici que le bât blesse. Le marché souffre en pratique de nombreuses défaillances, le monopole de fait est à ce titre symptomatique. L'ordre immuable ne se résume pas à l'ordre concurrentiel. Le marché ne saurait alors être présumé comme participant de la réalisation de l'intérêt général, ne serait-ce que parce qu'il ne permet pas toujours d'instaurer une véritable justice sociale. La satisfaction du plus grand nombre, du point de vue économique, ne correspond pas nécessairement à l'intérêt général. S'il existe une certaine correspondance, ils ne sont pas synonymes. Le marché et l'État ne poursuivent pas la même finalité, ils partagent néanmoins un même instrument, le pouvoir. 24. Penser le droit et le monopole de fait en matière de pouvoir. Avec l'État de droit, le pouvoir politique est soumis aux normes en vigueur sur son territoire. C'est bien la prise de conscience selon laquelle l'exercice du pouvoir politique peut menacer les libertés publiques qui a conduit à son encadrement et son contrôle. L'œuvre constitutionnelle s'affirme et impose au pouvoir politique le respect de certains principes et valeurs et encadre son exercice. Mais le droit est depuis quelques décennies confronté à l'avènement de pouvoirs privés qui défient le droit. Or, qu'il y ait d'autres pouvoirs que le pouvoir politique, que toute relation de dépendance puisse entraîner pour celui qui l'a subi une menace pour sa liberté de la part de celui qui l'impose, c'est une idée qui n'est que très faiblement perçue. C'est pourtant bien cette idée que les constituants avaient perçue en 1946, et ils percevaient déjà toute la menace que constitue le pouvoir économique vis-à-vis du social. 25. Le pouvoir est une notion généralement peu appréciée des économistes et des juristes parce qu'elle est contraire à leur représentation du monde, ou qu'elle contrarie leur méthode. Il y a donc un certain inconfort à penser le droit en termes de pouvoir et séant, à appréhender le monopole de fait des pouvoirs économiques privés. Mais cet inconfort ne doit pas conduire à penser que le pouvoir n'est pas une notion centrale en droit. Cette question du pouvoir se pose particulièrement de nos jours dans la sphère marchande, pour ne pas dire la société du tout marchand. La transformation des modes d'action de l'État dans la sphère économique, le large mouvement de privatisation du secteur public couplé à une libéralisation des échanges, a permis le développement d'entreprises puissantes au fort pouvoir économique. L'exercice de ce pouvoir de marché, tout autant que l'exercice d'un pouvoir politique, est susceptible de porter atteinte aux libertés de celui qui le supporte, voire le subit. C'est bien en ce sens que la méfiance manifestée à l'égard des concentrations du pouvoir économique semble pouvoir être considérée comme le pendant des revendications démocratiques de séparation des pouvoirs visant à canaliser le pouvoir politique. Or, la Constitution établit les règles fondamentales de l'exercice du pouvoir politique. Elle organise la séparation des pouvoirs et donne corps à la célèbre formule de Montesquieu selon laquelle, pour que l'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Mais le pouvoir économique privé n'est pas en reste. La Constitution énonce, à travers le 9e alinéa du préambule de 1946, l'obligation de sanctionner les abus et autres excès du pouvoir économique. On trouve là une forme de constitution économique. 26. La sanction de ce pouvoir économique prend la forme de la propriété collective. Le droit répond au fait, au pouvoir par la propriété et par la collectivité. Il a trouvé le sens de la relation entre ces deux notions. La propriété engendre et détermine le pouvoir, mais ce faisant, l'analyse du monopole de fait est cantonnée sur un terrain restreint, celui de la propriété, et le prisme de la collectivité, de l'intérêt collectif y trouve difficilement sa place. Pourtant, les mutations contemporaines, tant économiques que politiques, méritent certainement d'apporter un regard nouveau sur les sources de pouvoir qui rythment notre quotidien et sur les intérêts qui s'y rapportent. C'est bien la question de l'équilibre des pouvoirs qui se pose lorsque l'on aborde le monopole de fait. 27. Décorréler l'appropriation collective de la propriété publique. Schématiquement, le mouvement démocratique ne fera rien d'autre que de revendiquer les droits complets de la citoyenneté pour tous les individus, le droit de suffrage mais aussi le droit de protection économique, qu'il soit garanti par une propriété réelle ou par des mécanismes qui se substituent à ces effets. En ce sens,
Le 9e alinéa met à la charge des pouvoirs publics une obligation positive. En cas de monopole de fait, celui-ci doit faire l'objet d'une propriété collective. Cette disposition, conformément au système répressif, a été traduite en sanction, manifestée par la nationalisation. C'est alors la propriété publique qui assure la propriété de la collectivité, mais d'autres mécanismes se substituant à ces effets sont à envisager. 28. Pour bien cerner la finalité du 9e alinéa, il faut ici réintroduire le postulat de bienveillance sur lequel repose toute intervention de l'État. L'État est présumé bienveillant, protecteur, à l'égard de ses citoyens et des entreprises installées sur son territoire. Il est un État soucieux de garantir au premier un système économique démocratique, un système protecteur du social et d'assurer au second une concurrence libre et non faussée. Une égale liberté. Le postulat de la bienveillance de l'État sert à penser la réforme de sa propriété, que rien d'autre ne justifie que le fait que lorsqu'un doute surgit sur la pertinence de la propriété privée, l'État est seul à pouvoir garantir les droits de la collectivité. Cette approche explique le principe de nationalisation attaché à l'alinéa 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Dès lors qu'un monopole pointe, il faut réduire sa menace, à moins qu'il ne résulte de la volonté du législateur en provoquant son appropriation par l'État. Parce que seul l'État peut assurer la neutralité de sa gestion. Ce faisant, ce réflexe fait grand ménage de la question de la corruption des agents publics et repose sur le postulat selon lequel il n'agirait que dans l'intérêt général. Sans répondre à cet écueil, c'est parce que le pouvoir politique dans un État de droit est encadré par la Constitution, qu'il doit pallier les défaillances du marché qui porteraient atteinte à la réalisation de la démocratie économique et sociale. En effet, la théorie économique a montré depuis longtemps que le maintien d'un centre de décision centralisé était nécessaire pour remédier dans certaines situations aux imperfections des mécanismes concurrentiels. Et de manière plus générale, le droit doit permettre la juste conciliation des intérêts, c'est tout l'objet de l'appropriation collective. 29. L'appropriation collective. Une approche renouvelée par la réflexion sur les communs. L'expression de propriété de la collectivité s'inscrit indéniablement dans une approche socialiste. Elle fait résolument écho à la notion de commun. Cette notion n'est pas étrangère au droit, que l'on considère les biens communaux par exemple, ces biens à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Il s'agit des biens dont les communes sont généralement propriétaires et vis-à-vis desquels les habitants de la commune détiennent un droit, à la propriété ou à la jouissance. ILS constitue la réminiscence d'une forme de propriété collective de l'Ancien Régime fondée sur le droit d'usage et de jouissance collective par les habitants d'une part du territoire utilisé en commun pour le pâturage, la culture, la chasse, la cueillette. Ces biens hybrides reflètent la difficulté pour le droit de concevoir et concilier la diversité des intérêts à l'utilisation de certains biens. L'exclusivité et l'unilatéralité du droit de propriété peinent à constituer un régime pérenne d'exploitation et d'utilisation de ces biens, sans les dénaturer. Malgré cette difficulté, on ne peut que constater la réalité des communs et la pertinence des réflexions contemporaines quant au régime alors appliqué. Pour cela, il faut revenir, entre contrôle de l'État et mécanisme du marché, sur cette troisième voie qui propose de repenser la propriété des biens universels, et implique une autre approche économique et politique. Le point de départ, c'est le constat selon lequel certains biens doivent être mis à la disposition de tous parce qu'ils peuvent bénéficier à tous, l'idée étant alors celle de la propriété collective sur ces biens pour s'assurer que les personnes y ayant un intérêt légitime peuvent effectivement en jouir ou en bénéficier. Pour éviter à contrario, qu'un seul n'accapare la jouissance et les bénéfices de ce bien ou de cette entreprise. Mais en pratique, l'appropriation collective est difficile à réaliser. 30. Lorsque le 9e alinéa énonce que les biens ou les entreprises exploitées en monopole de fait doivent devenir la propriété de la collectivité, il invite à repenser l'appropriation collective, en dehors du schéma classique opposant propriété privée et propriété publique. Il faut pour cela et tout d'abord, déterminer les personnes ayant un intérêt légitime à la jouissance, à l'usage de certains biens ou entreprises,
Cela invite naturellement à penser en droit la notion de partie prenante et à repenser un système d'appropriation plus à même de garantir cette idée d'appropriation collective en termes d'usage et non plus de propriété. On retrouve en substance dans l'idée de l'appropriation collective une invitation à une sorte de démembrement de la propriété où une personne conserverait la nue propriété alors que les parties prenantes conserveraient un droit au bénéfice ou à la jouissance. 31. L'existence de situations monopolistiques inédites et l'accroissement du risque de monopole de fait. Dès le début du XXe siècle, il était prégnant que les plus sérieux monopoles de notre époque sont beaucoup plus subtils et ont pour la plupart grandi en dehors de la loi, et même en dépit de la loi. Cela implique une défaillance à reconnaître les faits sociaux les plus évidents et limite le terme de monopole à des privilèges exclusifs expressément accordés par le législateur. C'est une chose d'ouvrir les yeux et de voir les faits clairs de la société industrielle. C'est en est une autre de rechercher leurs causes sous-jacentes. Depuis, de nouvelles situations monopolistiques se développent, et la mondialisation de l'économie entraîne des situations monopolistiques d'une envergure jusqu'alors inédite. Il serait présomptueux de livrer une liste des monopoles de fait, avant même d'en avoir donné des pistes d'identification. Pourtant l'intuition est souvent juste, car cette notion entretient une correspondance particulière avec les situations monopolistiques. Ainsi, les monopoles contemporains constituent bien souvent des monopoles de fait. 32. À l'échelle internationale, l'espace numérique offre de formidables exemples d'opérateurs économiques titanesques, les GAFA. Ces opérateurs détiennent des positions stratégiques sur différents marchés ouverts par la révolution numérique. Après l'euphorie de la révolution, les premières critiques ont été émises à l'encontre des pratiques et des buts poursuivis par ces géants du web. Et l'on se rend compte que ces maîtres de la GAFAXIE s'organisent en dehors de tout contrôle étatique. Les domaines bancaires et financiers ne sont pas en reste. La crise de 2008 et la défaillance d'opérateurs systémiques concrétisent les risques engendrés par les situations monopolistiques. L'accroissement du pouvoir de marché de certains opérateurs bancaires et financiers dépasse l'entendement, au point que leur seule défaillance entraîne celle du système en entier. Or, ce caractère systémique de certains opérateurs est intimement lié à leur situation monopolistique. Plus encore, il semble que le pouvoir de marché de ces opérateurs systémiques fasse l'objet d'une garantie si l'on considère la théorie du too big to fail selon laquelle les États ne peuvent laisser défaillir les entreprises systémiques. Dans le même sens, les différentes affaires financières de la dernière décennie mettent l'accent sur l'internationalisation des échanges et l'avènement de stratégies fiscales internationales, où les opérateurs économiques procèdent à un véritable forum shopping. Ce vaste mouvement pose de sérieux défis aux États et leur fait perdre des ressources précieuses. La dimension transnationale d'une entreprise peut, au même titre qu'une situation monopolistique, donner à voir un monopole de fait. 33. D'autres situations monopolistiques à l'échelle nationale appellent toute notre attention. Par exemple, la situation d'Orange vis-à-vis de la boucle locale, cette partie finale du réseau raccordant l'utilisateur final au réseau principal, pose la question de l'encadrement à prévoir pour éviter tout abus lié à ce monopole. Plus généralement, les secteurs dits de réseau énergie, communications électroniques, chemins de fer, autoroutes, constituent de véritables monopoles naturels et reposent sur une infrastructure essentielle. Ces secteurs sont, en ce sens, propices à la constitution de situations monopolistiques particulières reposant sur l'exclusivité dans l'exploitation de l'infrastructure, faisant craindre là encore des abus. Le potentiel monopolistique de ces secteurs invite à repenser le cadre applicable à l'infrastructure, et notamment la séparation de sa gestion et de son exploitation, et ce afin d'assurer à tous les opérateurs la possibilité d'utiliser cette infrastructure à des fins commerciales tout en respectant certaines exigences. 34. Paradoxalement, certaines critiques à l'encontre des professions réglementées appellent l'attention sur ces situations monopolistiques légales. Certains discours laissent à penser qu'un monopole de droit peut cacher un monopole de fait. Certaines décisions de justice vont également en ce sens. Le projet de réforme des professions réglementées mettait en avant l'existence de barrières à l'entrée et corrélativement, l'existence de rindes de situation, et prévoyait une libéralisation des professions afin de pallier cette défaillance.
Néanmoins, cette réforme a été critiquée car trop libérale, substituant la régulation à la réglementation. 35. Toutes ces situations monopolistiques ou stratégiques dans certains secteurs de l'économie ne font que poser avec une acuité brûlante la question de l'encadrement des situations monopolistiques pour éviter la constitution de monopoles de fait. 3. Thèse soutenue. 36. De ces réflexions introductives, une première identification du monopole de fait et de l'appropriation collective se dessine, que l'étude propose de vérifier. 37. Le monopole de fait est une situation où une entreprise, parce qu'elle dispose d'un fort pouvoir de marché, maximise son profit au-delà du raisonnable. Disons qu'elle peut poursuivre exclusivement son intérêt aux dépens de l'intérêt général, et plus précisément, aux dépens de l'intérêt collectif de ses différentes parties prenantes. Cette situation se caractérise par l'existence d'une rente de situation. Rente accaparée par l'entreprise, parce que les rapports de pouvoir entre elle et ses parties prenantes sont déséquilibrés. Rente illégitime, car si les rapports de pouvoir étaient équilibrés, ce surplus de profit n'existerait pas. 38. En ce sens, la propriété de la collectivité, cette sanction opposée au monopole de fait, vise à restaurer l'équilibre des pouvoirs, condition sine qua non de tout système démocratique. Ainsi, l'appropriation collective, comme sanction, passe par la déconstruction du pouvoir de marché dont dispose l'entreprise. De manière plus transversale, et pour prévenir le développement de monopoles de fait, l'appropriation collective doit être comprise comme le renforcement du pouvoir des parties prenantes, comme la reconnaissance de certains intérêts collectifs opposables aux entreprises puissantes. Elle doit être entendue comme la capacité de certaines collectivités à faire valoir leurs intérêts vis-à-vis de l'entreprise, et cela demande de penser les mécanismes de ces contre-pouvoirs. 4. Difficulté de l'étude. Les études ponctuelles du monopole de fait. 39. Une généalogie extra-juridique. L'usage courant tout autant que les usages spécifiques du terme monopole ont comme caractéristique commune d'être de mauvais auspice. Si le monopole de fait peut être assimilé à une défaillance de marché, cette seule approche concurrentielle ne saurait suffire à une approche juridique complète de cette notion telle qu'énoncée par le 9e alinéa. Or, et malgré sa consécration constitutionnelle, la notion de monopole de fait n'a été l'objet que de rares études juridiques, et nombreuses ne font que l'analyser incidemment ou à l'occasion de l'actualité. L'intérêt n'est pas des plus vifs. L'évidente filiation du monopole de fait avec la matière économique, et sa dimension profondément politique ont en quelque sorte dessaisi les juristes d'une notion centrale. Plusieurs explications peuvent être avancées quant à ce désintérêt de la discipline juridique vis-à-vis du monopole de fait, sans pour autant que l'une prenne le pas sur les autres. 40. À l'étude du monopole de fait, on a préféré l'étude du service public. Au sein du 9e alinéa, le monopole de fait semble subsidiaire par rapport à son grand voisin, le service public national. Les analyses juridiques ont été prolixes à l'égard de ce dernier, et de nombreux auteurs se sont essayés à le définir. Les approches ont tenté également de distinguer le service public national du service public constitutionnel. L'attention est plus aisément portée sur le service public, notion plus commune à la sphère juridique que celle de monopole de fait et qui a annihilé pendant longtemps toute approche économique. Et ce alors même que la nature duale de certaines activités n'est pas à démontrer, notamment dans les secteurs de réseau, en matière d'énergie, de communications électroniques, mais aussi dans le domaine routier et ferroviaire. C'est l'approche par le service public qui a prévalu, mais il constitue tout autant de véritables monopoles naturels, mettant à mal la concurrence et conduisant souvent à des monopoles de fait. À une autre échelle, c'est le service public local qui a fait l'objet de nombreux développements, quant à la légitimité et les moyens d'action des collectivités locales dans la gestion de leur territoire. Si, comme dit précédemment, l'action publique a tout d'abord été conditionnée à la carence de l'initiative privée, l'attention s'est ensuite portée sur l'intérêt public local, très en lien avec les services publics locaux. La jurisprudence a connu une longue évolution et a accaparé, là encore, la réflexion juridique. 41. Dès l'origine, on a réglé le sort du monopole de fait par l'affirmation d'un principe de nationalisation.
Plus fondamentalement, la rareté des études semble tenir au fait que l'on a considéré la consécration du monopole de fait comme la justification des nationalisations de cette époque, et comme la seule mise en œuvre possible du 9e alinéa. Le monopole de fait n'était alors qu'une notion consacrée pour les biens d'une cause momentanée, une notion particulièrement nécessaire à ce temps des nationalisations. La défaite des systèmes collectivistes a contribué à remettre en cause la pertinence d'une réflexion sur la propriété collective. Et naturellement, le recul des recours à la nationalisation du fait de la mutation de l'État-providence à l'État libéral a conduit à la désuétude du monopole de fait comme notion juridique. L'État n'est plus ce léviathan démocratique, et peine à être instituteur du social. De plus, l'absence de voie de recours effective pour obliger le législateur à nationaliser les entreprises en situation de monopole de fait n'a fait qu'accentuer le désintérêt pour le 9e alinéa qui a surtout été utilisé pour s'opposer aux privatisations, sans qu'il constitue pour autant un obstacle réel. En effet, il semble difficile d'obliger le législateur à se conformer aux prescriptions constitutionnelles, et le refus du gouvernement de déposer un projet de loi de nationalisation entre dans la catégorie des actes de gouvernement, non susceptibles de recours donc. La transversalité de l'étude du monopole de fait. 42. Le monopole de fait est une notion qui se meut aux confins du droit, de l'économie et de la politique. L'analyse de cette notion repose nécessairement sur une approche à la fois économique et concurrentielle, mais appelle l'établissement d'une véritable traduction juridique. Avoir recours à différents systèmes de pensée permet à la fois de comprendre en quoi les situations de monopole de fait constituent un obstacle à la réalisation de la démocratie économique et sociale, de préciser la correspondance entre cette notion et les situations monopolistiques. Cela permet également de mettre en place un schème de pensée englobant, permettant de traduire la notion et de lui donner consistance juridique. Néanmoins, cette interdisciplinarité de l'étude, soit le fait de croiser les regards sur ce même objet qu'est le monopole de fait, constitue une véritable difficulté dans la mesure où les différentes disciplines, juridiques, économiques, politiques et sociales, sont à la fois cloisonnées mais en concurrence et que rares sont les ponts construits entre elles. 43. Le monopole de fait et l'absence de droit de l'entreprise. Le monopole de fait affecte les catégories traditionnelles du droit commercial et du droit de la concurrence. Il nécessite de repenser l'approche juridique des acteurs économiques. Or, cela constitue un défi d'ampleur dans la mesure où le concept juridique d'entreprise comme autrefois ceux de famille et de domaine touche à deux vaches sacrées de la pensée juridique, le pouvoir et la propriété. La définition de l'entreprise varie en fonction des disciplines. De manière générale, une théorie de la firme doit répondre à deux grandes catégories de questions. Elles sont soit internes et portent sur l'architecture et le fonctionnement de l'entreprise, soit externes et concernent la place et le rôle de l'entreprise dans l'organisation économique et sociale. En droit européen, c'est la jurisprudence qui de manière constante depuis la décision Hofner de 1991 définit l'entreprise comme toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. L'activité économique est quant à elle définie par la jurisprudence européenne antérieure comme une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. L'entreprise en droit de l'Union européenne est ainsi considérée selon sa place et son rôle dans l'organisation économique et sociale. L'approche sociologique de l'entreprise qui repose sur une approche de celle-ci en termes notamment de pouvoir au sein de l'entreprise se distingue des approches économiques et de gestion qui portent l'attention sur la performance des entreprises et les considèrent comme des unités de production. 44. Étudier le monopole de fait nécessite de combiner ces approches, et au-delà encore de la définition de l'entreprise, de comprendre, parmi les mécanismes économiques, ceux qui participent de la constitution d'un pouvoir de marché des entreprises, pouvoir constituant de monopole de fait. Plus précisément, il faut comprendre les moyens de constitution et ou de consolidation du pouvoir de marché, et préciser la correspondance entre l'existence d'une situation monopolistique et le monopole de fait. Ce qui oblige à dépasser le seul droit de la concurrence, et à avoir une approche transversale du pouvoir de marché. 45.
Le monopole de fait, une notion système. L'étude du monopole de fait nécessite une approche juridique englobante. Il ne s'agit pas seulement de vérifier la dimension économique et concurrentielle du monopole de fait, mais de le situer dans le système juridique. Cela demande l'exploration de différentes branches du droit et le recours à une approche juridique transversale. En effet, parce que le monopole de fait se meut aux confins de l'économie et du droit, il dépasse la distinction entre droit public et droit privé. L'appréhender demande alors la mobilisation de différentes branches du droit. Droit commercial, droit de la concurrence, mais aussi droit des sociétés et droit fiscal bien entendu, mais d'autres encore comme le droit des obligations, le droit de l'environnement, le droit du travail, etc. Cette transversalité du monopole de fait constitue une véritable difficulté, car elle oblige à manier différentes notions et différents schémas juridiques dont la complémentarité n'est pas de prime abord évidente. 5. Approche S retenue S. 46. Le monopole de fait est une notion plurielle et demande une approche réflexive des diverses disciplines où il est présent. 47. Le monopole de fait est un objet économique. En revenant sur la pensée économique, il est possible de mettre en lumière le rapport entre les mécanismes de constitution d'un pouvoir de marché et l'existence d'un monopole de fait. Il s'agit pour cela de mettre l'accent sur les faits pertinents, tant les stratégies de croissance que de manière générale le comportement sur le marché des opérateurs économiques, qui permettent à l'entreprise de constituer un fort pouvoir de marché. Et plus précisément, il s'agira de faire le lien entre les défaillances de marché et le monopole de fait. 48. Le monopole de fait est tout autant un objet politique. Le contexte en 1946 est difficile et le texte constitutionnel est, comme cela a été soulevé, fort d'idées politiques. Les débats des assemblées constituantes de 1946, imprégnés de l'idéologie résistante, ne laissent que peu de doute quant à l'interprétation possible du 9e alinéa. L'exégèse du monopole de fait permet d'en préciser l'idée avant d'en proposer l'identification. 49. Ces premières approches sont un préalable à toute compréhension et explication du monopole de fait, de la signification de la notion. Il s'agira de retenir, dans chacune de ces approches, les idées saillantes et substantiellement attachées au monopole de fait pour qu'en synthèse soit rendue possible son identification juridique. L'interprétation analytique de la ratio legis du 9e alinéa, en quelque sorte une interprétation originaliste, tout autant que l'étude de la pensée économique permet d'approcher au plus près l'objet monopole de fait, d'en donner une approche substantielle. Elle sera couplée à une approche en quelque sorte anthropologique, mettant l'accent sur les rapports de l'homme au monopole de fait, et sur les conséquences de ce dernier dans la vie de ceux-là. Cette méthode permettra également de redécouvrir l'appropriation collective. La signification du monopole de fait permet d'interpréter son régime. Car si la propriété de la collectivité doit bien être entendue comme une sanction, la difficulté de sa mise en œuvre en droit doit être explicitée et invite à dresser un panorama du droit mobilisable tout autant qu'à penser les outils juridiques propres à endiguer le monopole de fait. L'analyse du monopole de fait permet de préciser la notion de propriété de la collectivité, et l'étude donne alors l'occasion de donner des pistes de réflexion sur cette notion. 6. Problématique et plan. 50. L'État et le marché se grippent avec le monopole de fait, qui pointe leurs limites respectives. Qu'on le recense sous l'angle de l'intérêt général ou de la concurrence, le monopole de fait perturbe et défie les modèles classiques opposant l'État et le marché, la propriété publique à la propriété privée. Le 9e alinéa, souvent perçu comme disposition performative, annonçant et réalisant les nationalisations, est imprégné de cette opposition au point d'en sembler perdre toute véritable signification. Cette opposition est à dépasser dans l'analyse du monopole de fait, car c'est bien la complémentarité du marché et de l'État qui permet de l'encadrer, la rigueur de la concurrence et la protection sociale qui permettent de le contraindre. 51. Préciser le monopole de fait est absolument nécessaire à un moment où de telles situations, particulièrement menaçantes, se constituent sous des visages toujours renouvelés, et attestent de l'existence de véritables défaillances de marché aux effets considérables sur l'économie réelle. Les GAFA,
les opérateurs bancaires et financiers, les opérateurs historiques dans les secteurs de réseau, les entreprises transnationales dans tout domaine d'activité sont autant d'entreprises qui, usant de leur pouvoir de marché, mettent en œuvre des stratégies agressives, opportunistes, et s'épanouissent en détruisant la concurrence et en lésant leurs parties prenantes. La libre concurrence, lorsqu'elle est exercée de manière déloyale, peut bien aboutir à un monopole de fait. Dans ces conditions, définir le monopole de fait et surtout en préciser le régime est bien nécessaire, mais cela constitue une véritable gageure. Car cette disposition condamne en fait la déraison économique. Elle pose une limite morale au marché, et corollairement elle contient en substance une certaine vision des finalités du droit. 52. À ce titre, le 9e alinéa donne à penser une clé de lecture du monopole de fait lorsqu'il l'oblige à devenir la propriété de la collectivité. Mais cette expression malheureuse, qu'il s'agit de redécouvrir, a dans un premier temps ajouté à la complexité de l'étude du monopole de fait puisqu'elle place la réflexion sur le terrain du droit de propriété. Or, le droit est binaire en la matière. Il oscille entre propriété individuelle et propriété publique. Pourtant, en affirmant la nécessaire propriété de la collectivité des biens et entreprises exploités en monopole de fait, les constituants de 1946 ouvrent une véritable troisième voie, qui n'est ni le marché, ni l'État, et qui n'est pas contre eux pour autant. La propriété de la collectivité, c'est l'appropriation collective, l'affirmation et la revalorisation d'intérêts collectifs contre l'entreprise. Il apparaît ainsi que la propriété de la collectivité sur le monopole de fait est une condition nécessaire de justice. Or, la collectivité, ce corps intermédiaire fluctuant au gré des évolutions économiques et sociales, peine à être reconnue en droit, dans toutes ses déclinaisons. 53. L'élément décisif pour comprendre le monopole de fait et son régime, pour interpréter le 9e alinéa, ce n'est pas la propriété mais bien la reconnaissance de l'existence d'une collectivité qu'il s'agit de préciser. Car la collectivité concernée par le monopole de fait dépend de chaque situation. Ce sont à chaque fois des parties prenantes différentes qui voient leurs intérêts heurtés par le monopole de fait. En ce sens et sans vraiment le savoir, le droit s'adapte à ces situations, notamment avec le droit économique. En effet, il permet de réguler l'exercice du pouvoir de marché et de sanctionner les stratégies agressives auxquelles peuvent avoir recours les entreprises. Néanmoins, le monopole de fait n'est pas seulement subi par les concurrents ou les partenaires commerciaux. Le monopole de fait ne menace pas seulement la concurrence. Une telle situation peut être subie par un ensemble de parties prenantes dont il s'agit de saisir les intérêts pour préciser le traitement à réserver au monopole de fait. Traitement juridique qui devra résolument être transversal pour que, conformément à la pensée constituante, la condamnation du monopole tende à assurer une justice sociale. C'est latent. Le monopole de fait cristallise les rapports entre l'État et le marché et demande une approche alternative, qui permettrait la nécessaire conciliation des intérêts, compris de l'intérêt privé à l'intérêt général, et mettant en balance l'intérêt des parties prenantes et l'intérêt de l'entreprise. 54. Protéiforme, le monopole de fait rompt avec les logiques fondamentales du droit et défie l'analyse. Commun à différents systèmes de pensée, le monopole de fait doit être précisé et identifiable juridiquement. Pour cela seront étudiées ses origines, à la fois économiques et politiques. Ce sont elles qui éclairent la conception de la notion de monopole de fait, tant celle de 1946 que celle plus contemporaine. Ces origines font sourdre ses caractéristiques principales qui en permettent une traduction juridique, partie 1. Une fois le monopole de fait appréhendé et défini, c'est la question du régime à appliquer au monopole de fait qui se pose, parce que l'on ne peut faire l'impasse sur le régime qui lui est attaché dans le 9e alinéa du préambule de 1946. L'étude portera ainsi sur l'étude de l'appropriation collective. Sanction qui trouve un écho dans la propriété publique. Mais l'appropriation collective dépasse cette dernière. Il est alors nécessaire d'ouvrir le champ de la réflexion à l'étude des intérêts en présence, et de recenser les outils juridiques propres à contraindre le monopole de fait et à prévenir son développement, partie 2. Partie I. Le monopole de fait et le droit. 55. L'exégèse du monopole de fait est un préalable nécessaire à son étude.
Fortement imprégnée de considérations économiques et politiques, la notion de monopole de fait renvoie à l'existence d'une situation qui génère méfiance et aversion. Le monopole de fait doit donc être précisé dans ces deux champs, économique et politique, pour pouvoir en déduire la manière dont le droit peut s'en saisir. Son exégèse est instructive. Redécouvrir les théories à la fois économiques et politiques sous-jacentes à cette notion permet de comprendre l'idée du monopole de fait. Le schème de pensée dans lequel il s'insère. Car ce sont bien ses origines qui ont conduit les constituants à le condamner dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 56. La pensée économique, particulièrement les classiques et néoclassiques, s'est intéressée aux situations de monopole comme des situations de défaillance de marché où celui-ci n'exprime plus ses vertus, productives et allocatives. Les situations monopolistiques heurtent de plein fouet certains développements de l'économie classique, et particulièrement celui de la main invisible d'Adam Smith. Elles tendent à relativiser l'affirmation d'efficacité naturelle du marché. Elles démontrent que la libre concurrence ne tend pas toujours à l'optimum de bien-être, cher à Pareto, et qui a pu être compris, non sans dénaturer la pensée de l'économiste, comme l'intérêt général. Les situations monopolistiques sont ainsi appréhendées, du strict point de vue concurrentiel, comme pouvant permettre de s'émanciper des règles et mécanismes du marché, comme pouvant remettre en cause l'effectivité de la concurrence. À ce titre, certains phénomènes, comme les concentrations, doivent être encadrés. 57. L'approche politique, quant à elle, éclaire sous un jour particulier le monopole de fait et donne matière à une approche juridique renouvelée, qui s'ajoute à l'approche économique. L'avènement, après la Seconde Guerre mondiale, de la démocratie économique et sociale s'est doublé d'une condamnation ferme des monopoles de fait, précisément parce que celui-ci ne permet pas celle-là. Le monopole de fait était antinomique d'une démocratie économique et sociale puisqu'il fait fi de ses exigences, et particulièrement en matière d'égalité et de liberté. C'est en cela que le politique s'en est saisi, et a actualisé, avec ce nouveau terme de monopole de fait, la condamnation des féodalités économiques affirmées en première instance à la Révolution. 58. L'exégèse du monopole de fait permet d'en comprendre l'idée, celle d'abus de pouvoir de marché, dont les conséquences ne sont pas seulement concurrentielles. Le monopole de fait est condamné car il constitue une situation de déséquilibre de pouvoir, permettant à celui en position de force, à l'opérateur puissant, d'abuser de son pouvoir de marché vis-à-vis de ses parties prenantes. Le monopole de fait, c'est la défaillance de marché en matière économique, les féodalités économiques en matière politique, titre I. Cette première approche conduit naturellement à considérer le monopole de fait comme une situation privilégiée pour son détenteur, et permet d'en proposer un trait caractéristique, une résultante commune. Ce dénominateur commun à toute situation de monopole de fait, c'est l'existence d'une rente de situation. Pour l'identification du monopole de fait, l'accent est à mettre sur le résultat de cette situation, non sur ses leviers, même si ces derniers sont à connaître. Titre 2. Titre I, EXGESE du monopole de fait. 59. Pour dessiner les grandes lignes du monopole de fait, il est nécessaire de mettre en exergue ses racines économiques. Pour cela, il faut bien comprendre les postulats de l'économie classique relatifs à la concurrence pure et parfaite, ainsi que les conditions nécessaires à l'efficacité du marché. Il faut revenir surtout sur la réalité des phénomènes économiques, qui ne sont pas toujours synonymes de développement harmonieux du marché. La concurrence n'est pas autoréalisatrice, parfois même, la concurrence peut tuer la concurrence. La lutte contre les trusts et les cartels outre-Atlantique, celle contre les concentrations et les ententes en Europe, confirme bien ce constat. Les situations s'éloignant des conditions de réalisation de la concurrence pure et parfaite tendent, à contrario, vers la constitution d'un monopole de fait. Et c'est bien parce que le monopole de fait constitue une défaillance de marché, que le droit, par le droit des concentrations et la théorie des infrastructures essentielles, s'est très vite appliqué à le régler, chapitre 1. 60. On pressent pourtant que le monopole de fait ne peut se résumer qu'à une approche économique. Ses racines politiques obligent à une analyse historique, féconde.
Le programme du Conseil national de la résistance, CNR, insuffle à la vie politique, telle qu'elle se dessine au sortir de la guerre, ses idées forces. Les fondements de ce programme se retrouvent et sont affirmés dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. De l'approche historique se dessine une filiation entre le monopole de fait et les féodalités économiques. Il faut alors saisir la spécificité de l'époque féodale pour comprendre l'essence du monopole de fait. Ces racines politiques expliquent également le rôle central attribué à l'État contre le monopole de fait. Chapitre 2. Chapitre I. L'origine économique du monopole de fait. 61. Déterminer et expliquer les mécanismes de création et de répartition de la valeur est central dans la pensée économique classique. La création de valeur, ou en d'autres termes la croissance de l'économie appelée de tous les vœux, est néanmoins confrontée à un problème d'envergure qui justifie a priori l'analyse économique. La rareté qui pose la question de la répartition des richesses. Dans cette recherche permanente de valeur, certains opérateurs économiques usent de leur pouvoir de marché à des fins particulières et exclusives. Ils biaisent le jeu de la concurrence et, sans créer de valeur, accaparent un surplus de profit, et l'on devine alors le monopole de fait. Or, selon l'analyse économique classique et néoclassique, pour éviter de telles situations, ou dit autrement, pour bénéficier des vertus du marché, à savoir l'efficacité productive et allocative, pour garantir une juste répartition des richesses, il faut laisser le marché fonctionner seul. Car il tend naturellement vers l'équilibre. La libre concurrence seule permet aux mécanismes de marché, aux lois de l'économie, de pleinement se réaliser. Seule celle-ci contraint les comportements des opérateurs économiques sur le marché, car ils ne pourraient, en une telle situation concurrentielle, opter pour des comportements indépendants sans risquer d'être exclus du marché. 62. Pourtant, les économistes ont constaté que naturellement, tout marché tend à la concentration et ou à la constitution de situations monopolistiques. De telles situations sont à l'origine d'un fort pouvoir de marché et en cela, la situation monopolistique est potentiellement source de défaillance du marché. Elle correspond en fait à cette situation où les conditions nécessaires à la réalisation de la concurrence pure et parfaite ne sont pas réunies. Mais c'est que la concurrence pure et parfaite est un idéal type. Et comme tout idéal type, s'il permet de saisir et comprendre des phénomènes particuliers, et en l'occurrence les mécanismes de marché, il ne constitue qu'un idéal inaccessible. Pourtant, en comprenant la concurrence pure et parfaite, on comprend les ressorts de la situation monopolistique, ce cas singulier permettant à l'opérateur économique de se soustraire aux lois du marché. Il est possible de saisir tout à la fois la diversité de ces situations monopolistiques et le risque pouvant en résulter, le monopole de fait, section I. 63. Le potentiel anticoncurrentiel des situations monopolistiques a conduit à leur appliquer relativement tôt un encadrement, première réception juridique de l'idée de monopole de fait. Est alors encadrée l'acquisition d'un pouvoir de marché, la collusion et la connivence des intérêts économiques. Le contrôle porte sur la mise en œuvre des stratégies de concentration des entreprises ou le recours aux ententes, qui se substituent dans leurs effets à la concentration effective des entreprises. Les deux permettent l'acquisition et ou le renforcement d'un pouvoir de marché. Mais sous une apparente simplicité, le pouvoir de marché dont les entreprises disposent s'exprime de différentes façons. Il est souvent volatile. Il ne s'exprime pas toujours ouvertement. Et surtout, la détention d'un fort pouvoir de marché n'est pas synonyme de monopole de fait, section 2. Section I. Le monopole de fait, une DEFAILLANCE de marche. 64. Lorsque les conditions nécessaires à la concurrence pure et parfaite ne sont pas réunies, s'ouvrent des possibilités de défaillance du marché. L'existence de telles défaillances est significative du fait que la concurrence pure et parfaite est un idéal type, une construction intellectuelle obtenue par accentuation délibérée de certains traits de l'objet considéré. En effet, l'expression même est hyperbolique et s'apparente à une fiction. Il s'agit en fait, à travers cette construction intellectuelle, de comprendre les conditions nécessaires à une concurrence efficace qui érode les rentes.
Celles qui permettent d'atteindre, à tout le moins de se diriger vers la situation d'équilibre général, vers une juste et équitable allocation de la valeur créée. Cet idéal type de concurrence pure et parfaite permet de mettre en exergue les bienfaits de la concurrence, à la fois d'un point de vue concurrentiel, mais également de façon plus générale d'un point de vue social. La concurrence pure et parfaite est supposée être la condition de l'efficacité du marché et de sa participation à l'intérêt général. Néanmoins, la réalité du marché démontre que la concurrence est le plus souvent imparfaite. Les situations monopolistiques constituent l'archétype d'une telle concurrence. Plus encore, certains secteurs d'activité présentent la particularité d'être des monopoles naturels. Il en va ainsi des secteurs de réseau, et cela tient à l'existence d'une infrastructure essentielle. La concurrence y est par définition plus restreinte qu'ailleurs. 2. ILEFFICACITE du marche, à l'EPREUVE du monopole de fait. 65. On ne peut comprendre les racines économiques du monopole de fait, si l'on ne comprend pas les leviers d'efficacité du marché. En effet, l'efficacité du marché est ce qui permet d'éroder les rentes et de créer, du point de vue économique, une juste répartition de la valeur, là où le monopole de fait, comme cela sera proposé par la suite, s'apparente à une situation rentière. Ainsi, parce que les situations monopolistiques, ces situations de concurrence imparfaite, remettent en cause les conditions de la concurrence pure et parfaite, on pourra considérer qu'elles peuvent tendre vers le monopole de fait. B. À l'efficacité supposée du marché, dans la pensée économique. 66. À ses débuts, l'idéologie économique, l'économie comme philosophie se présente comme la solution concrète aux problèmes les plus décisifs du XVIIe et du XVIIIe siècle, ceux de l'institution et de la régulation du social. À ce titre, les différents penseurs essayent de déterminer les sources de richesse et les moyens de leur équitable allocation entre les individus. Le marché est ainsi présenté comme un mode alternatif de régulation du social, permettant aux individus d'interagir sur un mode d'égalité et leur garantissant la meilleure allocation des ressources disponibles. Cette allocation optimale repose sur des mécanismes économiques naturels, les grandes lois de l'économie. Se font ici face la concurrence et la justice sociale dans leur capacité redistributive. C'est plus précisément l'économie de marché, qui est un mode alternatif d'organisation des interactions sociales. Dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, ce monument de la science économique, Adam Smith énonce que les bénéfices de l'économie de marché résultent de la poursuite de leurs intérêts privés par les individus. C'est la main invisible du marché qui est à pied d'œuvre, idée que l'on retrouve à travers la métaphore du boulanger. Néanmoins, les postulats de l'économie classique et néoclassique ne peuvent conduire à concevoir la concurrence pure et parfaite que comme un idéal type, un mythe. Sa compréhension permet néanmoins de comprendre les effets de viscosité du marché pouvant survenir, effets qui créent des occasions de constitution d'un monopole de fait. 67. Premier postulat de l'économie classique et néoclassique, la rationalité des individus. Toute la théorie smithienne repose sur ce postulat. Les individus informés, indépendants ont des comportements rationnels. Ce postulat est lié à la philosophie du XVIIIe siècle, qui proclame le triomphe de la raison. On considère que l'homme qui poursuit la satisfaction de son intérêt est amené à choisir de façon rationnelle, à opérer des choix de consommation utiles. C'est l'avènement de l'utilitarisme. Ainsi, pour l'acheteur, le choix rationnel est fondé sur la considération de l'utilité marginale d'un bien qui décroît avec la quantité de biens déjà consommés. On retrouve en substance dans la notion d'utilité celle de l'intérêt de chacun, mais un simple intérêt de consommation, un intérêt cantonné à une rationalité économique. À ce titre, ce critère de l'utilité est largement critiqué, parce qu'il a pour point de départ dans l'analyse, la consommation et considère l'homme comme être économique. Et c'est bien ce point de départ qui ne permet pas une réelle évaluation du niveau de bien-être des individus, bien-être qui ne peut se résumer à un bien-être économique. Alors, comment évaluer le niveau de bien-être ? Par l'analyse du produit national brut, par la métrique de l'utilité ou encore la métrique des biens premiers ?
Cette dernière, proposée par Rawls, est l'approche la moins artificielle, bien que largement critiquée. En effet, elle permet de prendre en compte des éléments totalement oubliés de la métrique de l'utilité, les biens premiers naturels, tels que la santé par exemple, les biens premiers sociaux, constitués des droits et libertés fondamentaux, et enfin les avantages socio-économiques. Dans sa réflexion, Rawls propose d'approfondir la théorie du contrat social telle qu'elle a pu être présentée par Locke, Rousseau et Kant. 68. La rationalité des individus permet en fait de modéliser les mécanismes économiques. Mais les conclusions se fondent sur le prisme unique de l'individu consommateur, de l'homo economicus, réducteur donc. En cela, la rationalité des individus a d'ailleurs fait l'objet de critiques et certains ont pu y préférer une rationalité limitée, ou encore mettre en lumière des effets de mimétisme, antinomiques de la rationalité portée par les libéraux. Le prix Nobel 2017 d'économie, Richard Thaler, a consacré ses travaux au comportement des agents sur le marché, notamment financier, et tend à remettre en cause cette rationalité supposée au profit d'une approche dynamique de la rationalité subjective et relevant d'une approche plus psychologique. Toute une branche de l'économie travaille de longue date à proposer une approche plus réaliste des comportements sur le marché. La pensée économique tente d'expliquer le comportement des individus, et la théorie des jeux, dont le dilemme du prisonnier est emblématique, tient une place particulière dans ce mouvement. 69. Deuxième postulat de l'économie classique et néoclassique, le marché se suffit à lui-même. Cela parce qu'il assure une symétrie d'information entre les agents économiques. Le postulat selon lequel le marché est l'élément central en économie est cher à Léon Walras. Selon lui, le marché tient lieu de commissaire-priseur, il permet d'informer les parties sur le prix des offres et le prix des demandes. Le marché participe donc de la rationalité des individus, car il génère une information complète sur les échanges. De ce fait, lorsqu'on laisse fonctionner librement le marché, on parvient à la meilleure satisfaction possible de tous et à la meilleure allocation possible des ressources. Par suite, le marché permet l'élimination des incapables et des reintes de situation. En effet, l'individu rationnel privilégiera toujours le prix le plus bas, à qualité égale de produit, et donc les opérateurs incapables de proposer un prix au moins égal à celui que ses concurrents proposent pour un bien, service ou produit égal seront de fait éliminés. Le marché conduit ainsi naturellement à l'éviction des opérateurs économiques les moins efficaces et érode les rentes. 70. Premier résultat de ces postulats, le marché est efficace et érode les rentes. L'efficacité du marché doit être entendue comme sa capacité à utiliser au mieux les ressources pour créer de la valeur et à en opérer une juste redistribution. La concurrence est stabilisante. Cette efficacité supposée du marché repose sur l'idée dominante de l'utilitarisme. L'efficacité est garantie par une concurrence pure et parfaite, c'est toute la pensée d'Adam Smith. En effet, d'une part, elle permet la diminution des prix jusqu'au coût marginal de production en situation de concurrence parfaite, avec érosion de la rente des entreprises, efficacité allocative. D'autre part, elle incite les entreprises à rechercher des réductions de coûts ou des améliorations de la qualité pour conquérir des parts de marché ou augmenter leurs marges, ce qui conduit à l'utilisation efficace des techniques de production disponibles et à la recherche de l'innovation, efficacité productive. 71. L'efficacité productive peut être améliorée par différents procédés, et notamment par la maximisation des facteurs de production, au premier titre desquels le facteur travail. C'est ainsi que le taylorisme, qui promeut la division du travail, a participé de l'efficacité de la production industrielle durant le XXe siècle. L'efficacité productive est intimement liée à la gestion de la rareté. C'est parce que nous sommes dans une économie de la rareté que le monopole doit être combattu. Ceci afin d'assurer une utilisation optimale des ressources et une juste redistribution de celles-ci. Pour ce qui nous intéresse, l'efficacité allocative du marché, en économie, suggère l'inexistence de rente et notamment celle constituée au détriment des consommateurs. Ces derniers doivent en effet bénéficier du meilleur prix. Ainsi l'efficacité productive doit induire une efficacité redistributive. L'entreprise ne doit pas profiter de son efficacité productive sans en faire bénéficier ses consommateurs.
Cette caractéristique du marché est primordiale. Les rentes sont antinomiques de l'efficacité du marché. Autrement dit, un marché efficace érode les rentes, et c'est lorsque le marché ne remplit plus son office que le monopole de fait menace. 72. Deuxième résultat de ces postulats, le marché tend naturellement vers l'équilibre. Ce que l'on retrouve en filigrane derrière ces hypothèses, c'est la théorie de l'équilibre général. En effet, la théorie économique cherche à comprendre les comportements et à déterminer les mécanismes pouvant conduire à instaurer un équilibre général. Pareto a proposé sa propre vision de cet équilibre. Or, la stabilité de l'équilibre général repose essentiellement sur les comportements de marché, qui dépendent à leur tour de comportements individuels fondés sur un ensemble d'hypothèses relatives aux préférences des individus. Ainsi, la place que tient le postulat de la rationalité des individus est primordiale pour expliquer l'équilibre général, de même que le critère de l'utilité, malgré les carences que cette théorie comporte. 73. Critique de la pensée économique. La concurrence permet bien d'éroder les rentes, c'est toute l'utilité de la théorie de la concurrence pure et parfaite que de le modéliser, et en cela on peut considérer que le marché est efficace. De là à considérer que le marché suffit à instaurer une justice sociale, il n'y a qu'un pas que l'on se gardera bien de franchir. Tout d'abord, parce que la concurrence pure et parfaite n'existe pas, elle s'apparente à un idéal type, à un type ou concept ayant d'une valeur purement opératoire, permettant en particulier de formuler des hypothèses, d'établir des comparaisons entre les différents faits de la réalité historico-sociale. Les effets de la concurrence sur les prix ont d'ailleurs été critiqués, notamment par Akerlof, car la concurrence peut conduire, lorsqu'existe une asymétrie d'information, à une baisse de la qualité des produits. Plus encore, parce que l'efficacité du marché ne peut correspondre à la justice sociale que l'on connaît en droit et que l'on a largement pensée sous l'égide des Lumières, par le prisme du contrat social. L'efficacité du marché n'est pas forcément synonyme de réduction des inégalités, et cela invite, si ce n'est à relativiser, à tout le moins à être conscient des limites de la théorie économique et de l'analyse économique du droit, même si évidemment une telle analyse ne peut être de rechef condamnée. La plupart des systèmes juridiques ayant perdu de vue la justice n'ont pas duré longtemps. Et c'est dans cette optique que l'anthropologie du droit, prenant corps dans l'expression d'homo juridicus, prend ses lettres de noblesse. Sans trancher pour l'une ou l'autre de ces approches du droit, il est à l'inverse nécessaire de combiner les approches du droit pour mieux cerner le monopole de fait. Retenons pour la suite des développements, que la concurrence permet normalement l'efficacité du marché, malgré les réserves qui viennent d'être émises, que la concurrence est supposée éroder les rentes. Mais cette approche souffre une réalité bien prégnante, le monopole. B. L'inefficacité du marché en concurrence imparfaite. 74. Il ne s'agit pas de nier que le marché peut être efficace et que la concurrence est bienfaisante pour tous les acteurs du monde économique. Il s'agit de préciser que celle-ci ne s'autoréalise pas et qu'elle ne participe pas nécessairement d'une justice sociale. Ainsi, contrairement à la pensée des néoclassiques, une intervention extérieure au marché, par l'État ou par le droit, est requise. Le monopole est une situation où les conditions de la concurrence pure et parfaite ne sont pas réunies, où existent des effets de viscosité qui remettent en cause l'efficacité du marché. C'est en cela que l'on considère qu'il s'agit d'une défaillance de marché et que s'est développée la théorie de la concurrence imparfaite et l'analyse des situations monopolistiques. Notons d'ores et déjà que les situations monopolistiques ne correspondent pas au monopole pur, car et comme le note Jean Tirole, la plupart des phénomènes considérés dans l'analyse de l'exercice du pouvoir de monopole peuvent être dérivés même en présence de concurrents aussi longtemps que l'entreprise conserve quelque pouvoir de marché. Les situations monopolistiques peuvent résulter d'une diversité de facteurs, et l'on recense plusieurs qualifications des monopoles. L'économie traditionnelle considère que le monopole renvoie à une situation où un agent dispose d'un avantage économique, autrement appelé un agent naturel. On a l'idée implicite d'une commodité détenue par un opérateur économique, lui procurant des résultats supérieurs à d'autres opérateurs ne disposant pas de cette commodité.
C'est lorsque la détention de cet avantage conduit effectivement à l'inefficacité du marché, que la situation monopolistique peut aboutir à un monopole de fait, car cela crée une situation favorable à la constitution de rente. 75. L'inertie des situations monopolistiques peut tendre vers le monopole de fait. Il semble que les situations monopolistiques tendent naturellement vers ce point où, fort de leur position monopolistique, les opérateurs économiques ne jouent plus le jeu de la concurrence, se reposent sur leurs acquis, et ne cherchent plus, comme leurs profits sont assurés, à réduire leurs coûts. La situation de monopole peut alors conduire à une inefficacité productive et allocative, et à une rente de situation. Et c'est dans ce cas que la situation monopolistique devient monopole de fait. Les situations monopolistiques peuvent donc être des monopoles de fait, lorsqu'elles conduisent à l'instauration de situations stationnaires où la concurrence ne joue plus son rôle de catalyseur, où des circonstances opportunes de rente sont créées, et où les opérateurs économiques se comportent en fait comme des rentiers et non comme des entrepreneurs. C'est-à-dire une situation où les profits ne sont plus réinvestis, comme ils devraient l'être, dans le perfectionnement de la production, mais sont accaparés et accumulés. La situation monopolistique constitue à ce titre le parangon des capitalistes et illustre les contradictions du capitalisme. Le KEMBLEMATIQUE du monopole naturel. 76. Au sein des monopoles économiques, un cas particulier est à recenser, celui du monopole naturel. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un monopole qui se développe de manière naturelle puisqu'il constitue le seul moyen d'exploitation viable d'une activité. Ce constat est lié à certaines caractéristiques des activités, notamment l'existence de rendements croissants et d'économies d'échelle, Mais cela est surtout dû au fait qu'il serait économiquement impossible et non rentable pour tout opérateur concurrent de prendre en charge l'exploitation de cette même activité. Cela ressort particulièrement dans les secteurs de réseau. Dans de tels secteurs, les activités ont ceci de particulier qu'elles reposent sur l'exploitation d'une infrastructure essentielle, qui ne peut être dupliquée par des concurrents. Dans ces situations singulières de monopole naturel, le monopole de fait est facilité. Les caractéristiques économiques du monopole naturel. 77. La définition du monopole naturel et le profit de monopole. Il s'agit, selon John Stuart Mill, d'un monopole pratique. Selon sa conception, il y a bien des cas dans lesquels, par la nature même des choses, celui qui fait un service doit être seul, dans lesquels un monopole pratique s'établit forcément. Il est intéressant de noter que Mill souligne le rôle que l'État doit jouer face à de telles situations de monopole pratique. En effet, il affirme qu'il revient au gouvernement, soit de soumettre l'entreprise à des conditions raisonnables au profit du public, soit d'y conserver une autorité telle que les profits du monopole puissent en définitive être acquis au public. Toute la problématique du monopole naturel est donc dans la constitution de rente, et c'est précisément contre la constitution de telles rentes que l'autorité de l'État doit s'exercer. 78. Le monopole naturel repose sur le concept d'économie d'échelle. Le rendement d'échelle sera croissant lorsque la quantité de facteurs de production nécessaires à l'accroissement de l'activité décroît, alors que l'échelle de production augmente. L'économie d'échelle renvoie ainsi à cette idée que lorsque la production augmente alors, les coûts de celle-ci diminuent. On a longtemps pensé que la poursuite d'économie d'échelle permettait de s'imposer sur un marché donné. Véritable truisme selon lequel plus l'entreprise est grande et la production de masse, plus on est rentable. Cependant, il s'agit d'une assimilation malheureuse. Les économies d'échelle sont liées à la notion de rendement et non de taille. La théorie des rendements croissants est intimement liée à la théorie des coûts et s'intéresse à déterminer les conditions dans lesquelles les rendements de production augmentent. C'est-à-dire expliquer les mécanismes conduisant à réduire le coût marginal, à réduire le coût de production d'une unité supplémentaire. 79. Le point central est la question de la conciliation de tels rendements croissants avec une concurrence parfaite. En effet, ce que le bon sens pourrait fournir comme précepte de base à une gestion saine de l'économie, à savoir produire au coût minimum, ne conduit pas forcément à une utilisation socialement optimale des facteurs.
Dans sa théorie de la firme, Marshall constate une tendance à la croissance des rendements des firmes jusqu'à un certain seuil, puis leur décroissance au-delà. Certaines économies, externes, dépendent du développement de l'industrie en général, d'autres économies internes, émanent des ressources mêmes de la firme individuelle, de son organisation, son efficacité et son management. On parlera du dilemme de Marshall, vis-à-vis de ces rendements croissants et de la grande difficulté, voire de l'impossibilité, d'où le dilemme, de concilier l'existence de rendements croissants et le maintien de l'équilibre concurrentiel. 80. Les rendements croissants d'adoption ou les effets de réseau, le monopole naturel dans le numérique. Les rendements croissants d'adoption font l'objet d'une attention particulière depuis le milieu des années 80. Il s'agit de rendements intimement liés au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces nouveaux moyens de communication reposent sur un effet de réseau. Plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus l'attractivité du produit-service augmente. Ainsi, le rendement sera croissant à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente et permet à l'entreprise d'imposer un standard technologique. Cet effet de réseau constitue un nouveau type de rendement croissant qui n'est plus directement lié à la quantité de production, mais plutôt à la quantité d'utilisateurs du service. On a une transition de la pensée du schéma industriel vers le schéma tertiaire et numérique. On constate tout ce que les situations de monopole naturel ont de singulier et toutes les potentialités de rente qu'elles offrent aux opérateurs économiques. B. Le monopole naturel et l'infrastructure essentielle. 81. L'expression d'infrastructure essentielle peut sembler redondante. En effet, selon les dictionnaires d'usage, l'infrastructure est le support, base indispensable à l'édification, au maintien ou au fonctionnement d'une structure concrète ou abstraite. Le caractère essentiel est donc déjà présent dans l'idée d'infrastructure. Adjoindre le qualificatif essentiel met davantage l'accent sur cette idée d'essentialité de l'infrastructure pour l'exercice d'une activité. On retrouve l'idée d'avantage naturel de monopole. 82. L'affaire de la Terminal Railroad Association. La théorie des infrastructures essentielles se développe aux États-Unis, lors d'un contentieux retentissant. La Cour suprême des États-Unis, le 22 avril 1912, dans l'affaire United States v. Terminal Railroad Association of St. Louis, marque le début de la réflexion relative à une telle infrastructure. L'accent est mis sur l'essentialité de certains biens dans l'exploitation de certaines activités. À cette époque, le développement du transport ferroviaire est fulgurant, notamment à Saint-Louis, capitale du Missouri. La Terminal Railroad Association, par son importance, ne tarde pas à avoir la main mise sur les différentes infrastructures permettant de traverser le fleuve Mississippi. Or, les infrastructures détenues par elle étaient les seules permettant d'assurer une activité économique de part et d'autre du fleuve. D'autres ponts existaient, mais ceux-ci étaient situés bien plus loin de Saint-Louis. La question qui se posait était celle de la limitation de fait, de la concurrence, car il n'était pas économiquement viable pour les opérateurs concurrents de construire d'autres ponts afin de contourner l'existant et de s'émanciper du monopole. En effet, les coûts d'investissement demandés par une telle opération n'auraient certainement pas pu être amortis dans la mesure où l'essentiel du trafic ferroviaire passe par le pont déjà existant. Pour résoudre ce conflit, la Cour, plutôt que porter atteinte à la propriété de l'association, a préféré raisonner en matière d'accès. Il s'agit en fait d'affirmer que pour assurer une concurrence effective dans le secteur ferroviaire, où existe une infrastructure essentielle, la solution réside dans la gestion de l'accès à celle-ci. Si le contrôle de l'accès à l'infrastructure n'est pas objectif et transparent, alors peuvent être constituées des barrières à l'entrée du marché, auxquelles seront consacrés quelques développements ultérieurement. Or, de telles barrières participent de la puissance de marché des opérateurs en exercice. C'est en ce sens que se développe le terme de facilités essentielles, repris littéralement de l'anglais Essential Facilities. 83. Notons d'ailleurs que tout bien matériel ou non, tangible ou non, peut potentiellement être qualifié d'essentiel. Il faut élargir le champ de la théorie de l'infrastructure essentielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'indifférence à l'égard de la nature ou des caractéristiques intrinsèques de l'objet. Ce qui importe,
c'est l'essentialité de l'objet pour l'exercice d'une activité donnée. Or, définir l'essentialité suppose de s'intéresser aux caractéristiques extrinsèques du bien ou du service en cause, c'est-à-dire aux caractéristiques qu'il présente en raison de l'environnement dans lequel il est placé. Et c'est bien en ce sens que la jurisprudence européenne a considéré l'existence d'infrastructures essentielles immatérielles. Finalement, la théorie des facilités essentielles, permis sur le seul fondement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.